Alors, passe à la correction de l'extrait 5 avec plutôt un exercice classique ici où on vous parle de satellites qui tournent en orbite autour de la Terre. Donc il y en a deux. On vous donne quelques données caractéristiques. Donc G, la masse de la Terre, RT, le rayon de la Terre, et on vous donne également l'altitude à laquelle sont les satellites. En première question, on vous demande de faire un schéma montrant la Terre, rayon RT, le satellite S qui a une altitude Z, et de représenter sur le schéma un vecteur unitaire n dirigé du satellite vers la Terre. Donc quand on fait le schéma, ici on a la Terre, centre T de rayon RT, et puis à une altitude Z, on a le satellite, et puis un petit vecteur unitaire comme ils nous ont demandé de le diriger. Ensuite, en deuxième question, on vous demande de donner l'expression de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite et de la représenter sur le schéma. Donc, si on rajoute notre force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, donc elle s'applique sur le satellite, elle est dirigée vers le centre de la Terre. En question A3, on vous demande d'en déduire l'expression vectorielle du champ gravitationnel terrestre. Bon, évidemment, le satellite, il est soumis à cette force de gravitation, et cette force de gravitation, donc on donne ici l'expression, elle était demandée justement à la question d'avant. La force de gravitation, c'est dirigée bien selon le vecteur unitaire petit n. Donc, c'est G, la masse de la Terre, la masse du satellite, divisé par la distance qui les sépare. Donc, il faut bien faire piéger. Il y a le rayon de la Terre plus l'altitude. Et donc, ce satellite, il est soumis à cette force gravitationnelle, mais cette force gravitationnelle, c'est justement le champ de pesanteur. C'est lié, c'est le poids. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette force exercée par la Terre sur le satellite, c'est égal à quoi? C'est égal au poids, à ce champ de pesanteur, donc c'est égal à m fois le petit g, le champ de pesanteur. Donc quand on remplace la force gravitationnelle par son expression, on peut simplifier ici la masse du satellite et on obtient l'expression du champ de pesanteur. Donc c'est une question classique qu'on a déjà fait. Et on voit que le champ de pesanteur, il dépend de la constante de gravitation, de la masse de la Terre, du rayon de la Terre et puis de l'altitude. J'ai peut-être fait juste une erreur ici, ça devrait s'appeler Z. Moi, je l'ai noté H. Donc, il faudrait rectifier ici, mettre un H. Mettre un Z. Donc, l'intensité de pesanteur, donc, elle vaut 9,8 à la surface de la Terre. C'est quand le Z est égal à 0. Et puis sinon, elle dépend justement de cette altitude. Ensuite, en question A4, on vous dit, en considérant uniquement l'action de la Terre, établir l'expression vectorielle de A. Donc, on veut l'expression de A, donc en général, comme d'habitude. On va utiliser la deuxième loi de Newton, appliquée au satellite, donc appliquée à S, somme des forces égale à MA. Je remplace la somme des forces par l'unique force qui est appliquée au satellite, c'est la force gravitationnelle. Et je vois que je peux simplifier donc la masse du satellite et on en déduit l'expression de A. Donc A, ça va être un vecteur qui ne sera dirigé que selon le vecteur unitaire petit n. Ensuite, on vous demandait en question suivante, qu'est-ce qu'on vous disait? En question, montrer que dans le cas de l'approximation d'une orbite circulaire, le mouvement du satellite est uniforme. Donc, quand on descend, qu'est-ce qu'on a? On a ici, j'ai dû sauter une question. Non, c'est ça. Donc ici, on a l'expression de l'accélération, mais on fait l'approximation que le mouvement est circulaire. Donc si le mouvement est circulaire, on peut donner les coordonnées de l'accélération d'un mouvement circulaire dans un repère adapté, c'est le repère de Fresnel. Donc c'est ce qu'on va faire. On va donner les coordonnées dans le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel, on va garder le petit n qui est dirigé vers le centre, et t, le vecteur unitaire tangentiel. Et l'accélération dans ce repère de Fresnel, comment elle va s'écrire? Elle s'écrit une composante selon le vecteur normal, une composante selon le vecteur tangentiel à connaître par cœur. Ici, attention, la distance, c'est bien la distance qui sépare le centre de la Terre au satellite, donc c'est RT plus justement cette altitude-là. Donc d'un côté, on a l'accélération qui a cette expression, et puis d'un autre côté, on a l'expression de l'accélération qu'on a trouvée tout à l'heure.
Donc on a deux expressions vectorielles d'accélération. Ça veut dire que cette expression-là est égale à l'expression du bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les projeter. On va donner cette égalité sur t et cette égalité sur n. Donc on va commencer par faire l'égalité en projetant l'expression sur t. Ici, quand je prends a sur le vecteur t, c'est directement dv sur dt. Ici, a, selon le vecteur t, il n'y a rien du tout, donc c'est 0. Donc j'en déduis que dv sur dt égale à 0. Donc le mouvement est uniforme. Et c'était ce qui nous était demandé de démontrer. Maintenant qu'on a montré que le mouvement est uniforme, on veut cette fois l'expression de la vitesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette expression qu'on a projetée sur t, maintenant on va la projeter sur quoi? Tout ça c'est des questions de cours. On va la projeter sur n. Donc a, je la projette sur n, sa composante sur n, c'est à la fois cette composante-là et à la fois cette composante-là. Donc je vais écrire l'égalité entre ces deux composantes. Et de là, on va pouvoir en tirer v, on va isoler v, et on en déduit que v est égal à racine de g fois la masse de la Terre divisé par RT plus H. On nous demande d'en déduire que la valeur de la période de révolution du satellite, donc on va essayer de trouver la période. Donc on sait que le mouvement est circulaire uniforme. Donc le mouvement étant circulaire uniforme, la vitesse, elle est égale à quoi? Elle est égale à la distance parcourue sur le temps. Et on sait que le satellite fait un tour en une période. Donc la vitesse, on peut l'écrire 2π fois le rayon, si c'est RT plus H, divisé par la période. Donc on a d'un côté cette expression-là de la vitesse, mais d'un autre côté, on a l'expression de la vitesse qu'on a trouvée précédemment. Donc à partir de là, on va essayer d'isoler la période t. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ici, on a une racine, on va tout ramener au carré. Puis de tout ça, j'isole t au carré, que je vais remonter là de ce côté. GMT, je vais le descendre là, et RT plus H va venir là, et donc ça me donnera du RT plus H à la puissance 3. Donc on en déduit que la période a cette expression-là, 2π racine de RT plus H au cube divisé par GMT. Et quand on remplace par les valeurs, alors toujours faire attention, les distances, elles s'expriment en mètres, et les masses, elles s'expriment en kilogrammes. Quand on remplace par les valeurs, on trouve 5,65 10 puissance 3 secondes, c'est-à-dire 94,2 minutes. Donc ça, c'est le temps mis par le satellite pour faire une orbite, un tour. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait? On nous disait qu'il fallait vérifier que c'était conforme à l'information de l'énoncé. Leur altitude leur permet de parcourir environ 15 fois leur orbite polaire par jour. Donc, nous, on sait qu'ils font un tour en combien? En 94,2 minutes. Et il faut vérifier que ça correspond, 15 fois ça correspond à un jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer déjà par rappeler qu'un jour, c'est 24 heures, et en minutes, c'est 1440 minutes. Et quand on divise justement ce jour-là par la période, 94,2, on trouve le résultat de 15,3. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que 15 périodes, ça vaut à peu près un jour. Donc, le satellite vient parcourir 15 fois son orbite en un jour. Il nous reste la dernière question. Ici, on vous dit, dans le cas de la situation schématisée, expliquez en détaillant le raisonnement si la distance L entre les deux satellites reste constante, augmente ou diminue. En sachant que ici, donc c'était bien dit au début de l'énoncé, il y a deux satellites. Il y a un satellite en tête, ça veut bien dire que le mouvement est comme ça, et dans ce sens-là. Et là, on a le deuxième satellite. Et on voit que les deux satellites n'ont pas un champ de pesanteur qui est dirigé exactement pareil. Ça pourrait nous étonner, mais le début de l'énoncé explique pourquoi, parce qu'on nous disait que il y avait des variations qui étaient dues essentiellement à l'eau, la pluie qui tombe, etc. Donc tout ça fait qu'il va y avoir des variations. Et donc ils sont soumis exactement au même champ gravitationnel. Et n'étant pas soumis exactement au même champ gravitationnel, on voit qu'il y en a un qui est bien dirigé selon la normale, donc on dit qu'il est centripète, c'est bien selon petit n,
alors que l'autre, il a une composante selon petit m, mais il a aussi une composante selon petit t. Et on nous dit donc d'expliquer si la distance qui les sépare, elle va rester toujours la même, est-ce qu'elle va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Je vais mettre le schéma en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que de toute façon, le satellite est soumis, après la deuxième loi de Newton, à des forces, et que la somme de ces forces, elle est égale à ma. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que la seule force qui s'applique, c'est la force gravitationnelle. Donc, ici, ils sont proches de la Terre, hein, c'est le champ de pesanteur, donc c'est mg. Donc, mg égale à ma. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'en fin de compte, dans les deux cas, dans tous les cas, l'accélération représente quoi? L'accélération, c'est le champ de pesanteur, ou plutôt le champ de pesanteur représente l'accélération. Donc ici, on a une accélération qui est comme ça, c'est exactement celle-là, hein. Ça c'est l'accélération, ici c'est l'accélération 2, celle-ci. Et puis ici, par contre, on a une accélération qui est comme ça. Ça c'est l'accélération, je vais pas écrire dessus, ça c'est l'accélération 1. Donc, par rapport au mouvement, on sait que la vitesse, de toute façon, dans tous les cas, la vitesse, elle est tangentielle. Donc, si je devais représenter la vitesse, ici, on va changer de couleur. Là, j'ai une vitesse qui est tangentielle. Ici, c'est V, je vais l'appeler V2. Puis ici, j'ai une vitesse tangentielle, ici, V1. Qu'est-ce que je constate? Je constate que l'accélération 2, elle est perpendiculaire à la vitesse 2. Le fait qu'elle est perpendiculaire, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que l'accélération, ni elle ralentit, ni elle accélère le satellite. Et c'est pourquoi le satellite, dans ce cas-là, ici, il a un mouvement uniforme. Par contre, là, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'accélération et la vitesse, elles vont toutes les deux dans le même sens. Ça veut dire que le mouvement, ici, dans ce cas-là, il est comment? Il est accéléré. Donc ici, on a un mouvement accéléré, alors que là, on a un mouvement uniforme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre les deux satellites, elle devient comment? Elle devient plus grande. Donc, on peut noter que A1 et V1 vont dans le même sens, donc le mouvement est accéléré, le premier satellite, alors que A2 et V2 sont perpendiculaires, donc le mouvement est uniforme. De ce point de vue-là, ça entraîne que les deux satellites s'éloignent l'un de l'autre, et donc la distance, elle, augmente.